La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de M. Bruno Le Roux, Mme Elisabeth Guigou et plusieurs de leurs collègues portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine dans le cadre de la discussion générale. La parole est à Monsieur le Président Bruno Le Roux. Ça va ? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je porte aujourd'hui, avec humilité et gravité, la parole de mon groupe à l'occasion de l'examen par notre Assemblée de cette proposition de résolution portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Avec humilité, parce que si notre force est d'être la voix de la souveraineté française, et si nous savons que cette voix compte dans le monde, elle ne peut à elle seule inverser le cours des choses. Avec gravité, parce qu'en Israël, en Palestine, le chemin de la paix se rétrécit chaque jour et que nous ne pouvons l'accepter. Le débat que nous engageons et notre vote sur ce texte sont particulièrement attendus bien au-delà de nos frontières, en Israël, en Cisjordanie, à Gaza, mais pas seulement. Le conflit israélo-palestinien a une résonance forte dans de très nombreux pays d'Europe et du monde, et la voix de la France y est écoutée et attendue. Je sais que sur tous ces bancs, au-delà de nos sensibilités politiques, nous sommes tous des femmes et des hommes attachés à la paix. Nous voulons être des artisans de la paix dans cette région du monde. Car, mes chers collègues, cette résolution est d'abord et avant tout une contribution à la paix. Elle reflète la position équilibrée de la France. Depuis la présidence de François Mitterrand, personne ne doit en douter. Je sais que sur ces bancs, quelle que soit notre génération, des plus jeunes aux plus anciens d'entre nous, nous aimerions connaître un jour, le plus rapidement possible, la fin de cette guerre qui oppose deux peuples depuis plus de 70 ans. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, y croyons-nous vraiment? Est-ce que nous osons simplement y croire? Ce conflit fait tellement partie de l'image du monde que nous connaissons depuis toujours. Il semble tellement inscrit dans notre paysage, dans notre histoire collective. Il s'impose régulièrement à nous depuis tellement de temps déjà, je l'ai dit. Est-ce que nous osons simplement y croire? Cette guerre semble sans fin. Elle enrôle les générations les unes après les autres et les meurtrit toutes. Elle se réinvente dans ses formes, se poursuit dans la destruction, la tension et le chaos qu'elle organise à chaque fois. Par 3 fois déjà, en quelques années seulement, la ville de Gaza a été détruite. Là-bas, la paix est toujours éphémère. Oui, mes chers collègues, quelque chose nous empêche de simplement oser croire possible la fin de ce conflit. Il y a eu tant d'espoirs déçus. Il y a eu tant de reprises des hostilités, tant de cessez-le-feu illusoires. L'histoire de ces dernières décennies nous a appris à nous méfier de nos propres enthousiasmes. Recevant en septembre dernier Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, le président de la République résumait le sentiment dominant des opinions publiques nationales et des responsables politiques. Il disait « Cela fait trop longtemps qu'il y a des discussions, qu'il y a des négociations, des suspensions, des arrêts, des interruptions, et qu'il y a l'idée qu'il n'y aura jamais de solution pour en terminer avec le conflit israélo-palestinien, alors que nous en connaissons tous les paramètres. » Le président de la République a raison, c'est cela aussi qui menace la paix. Cette idée qu'il n'y aura jamais de solution pour en terminer avec le conflit israélo-palestinien. Eh bien, c'est précisément cette idée-là que nous devons extirper de nos têtes et de nos consciences. La résolution que nous proposons d'adopter aujourd'hui n'a d'autre but que de concourir à l'effort international de paix au Proche-Orient. C'est d'ailleurs ce qu'elle stipule en son premier alinéa. Elle s'inscrit dans une dynamique européenne de reconnaissance de l'État palestinien. Cette dynamique sortira renforcée par le vote qui sera le nôtre la semaine prochaine. Ainsi, après le gouvernement suédois le 30 octobre dernier, après l'adoption à une écrasante majorité, tous groupes politiques confondus, par le Congrès des députés espagnol, d'une résolution de même nature que celle que nous examinons aujourd'hui, la représentation nationale française demandera à son gouvernement que soit reconnu par la France l'État de Palestine et qu'il soit mis fin à la poursuite illégale de la colonisation dans les territoires palestiniens qui mine la viabilité même de cet État palestinien.
Cette dynamique européenne dépasse les clivages politiques. Le Parlement britannique, majoritairement conservateur, a voté. En Espagne, une initiative social-démocrate a été reprise par la droite. Pourquoi ce qui est possible autour de nous, l'Union pour la paix, serait si difficile chez nous? L'objet de notre débat aujourd'hui, de notre vote mardi, ce n'est pas un débat de politique intérieure. Ce n'est pas de satisfaire les uns ou de mettre en difficulté les autres. L'enjeu de ce débat, l'enjeu de ce vote, c'est de peser ensemble, d'œuvrer ensemble à la paix dans cette région. Nous sommes la France et notre voix porte dans le monde. Il est nécessaire que nous nous exprimions. Cette initiative française se veut donc également comme une réponse à la situation de blocage que connaît le processus de paix depuis les accords d'Oslo. En différer l'initiative et l'adoption ne servirait à rien si ce n'est à renoncer à peser pour qu'une solution intervienne. Aux yeux de certains, il n'est jamais temps. Je crois que cet argument est toujours spécieux quand il s'agit de promouvoir la paix. Il y a aujourd'hui urgence à agir. La communauté internationale doit pleinement faire entendre sa voix. Le statu quo n'est plus possible, il n'est plus tenable. Chaque jour, la situation s'aggrave. La colonisation se poursuit, qui risque de compromettre la solution de 2 États vivant à côte et en sécurité. Beaucoup s'accordent à penser qu'une 3e intifada est en germe. Le conflit est en train de prendre un caractère religieux. Les extrémistes prennent le dessus. La situation risque de devenir incontrôlable et reste de toute manière explosive. Tout doit être fait pour enrayer cette escalade et éviter que les radicaux, les extrémistes, les terroristes et tous les fanatiques religieux fassent reculer irrémédiablement la perspective de discussion pour la paix et la paix elle-même. Le contexte incertain de tout le Moyen-Orient et la dissémination terroriste dans le monde sont des éléments qui devraient conduire à accélérer cette recherche de la paix et non l'inverse, et cela au nom même de la sécurité d'Israël. Les responsables politiques palestiniens et israéliens doivent prendre leurs responsabilités. La fuite en avant dans la violence et l'annexion des territoires ne sont plus possibles. La communauté internationale doit le dire, le répéter, le marteler avec force et sans cesse. Ce que nous disons, en définitive, à travers ce texte, est que la reconnaissance de l'État de Palestine est un facteur de paix dans la région. Elle en est même une condition indispensable. Or, ce que nous disons encore est que la paix est inconcevable sans une reconnaissance mutuelle et donc une pleine reconnaissance de l'État d'Israël par toutes les parties. Ce que nous disons également est que cet État palestinien doit être viable, précisément pour ne pas compromettre les chances de paix et de paix durable. La paix, c'est la meilleure garantie de chacun à la sécurité. En invitant le gouvernement français à reconnaître l'État palestinien, c'est toute la France que nous souhaitons mobiliser pour la paix au Proche-Orient. Au-delà de ces communautés, et la République n'en reconnaît aucune, la France doit en effet redire son attachement à la paix et récuser toutes les manipulations de ce conflit sur notre territoire national. Je le dis, et je le dis avec force, il n'y a pas d'importation possible de ce conflit sur notre sol. Nous devons le récuser fermement et ne jamais accepter comme explication possible à nos difficultés l'évocation même du conflit israélo-arabe. Depuis trop longtemps, on attribue à ce conflit israélo-palestinien un caractère symbolique, sans même prendre la peine de dire de quel symbole il s'agit. On lui attribue un caractère emblématique, sacré. On le présente comme le conflit par procuration, pour les déraciner, les humilier, et que sais-je encore. Tout cela, toutes ces interprétations, toute cette emphase le nourrit, l'alimente et empêche même de le résorber. Le conflit israélo-palestinien est avant tout, puis-je dire banalement, un conflit territorial qui doit être considéré comme tel. Et rien ne doit venir confondre celui-ci avec les difficultés que connaît aujourd'hui notre République. Dans notre pays, l'antisémitisme est français. Il puise sa source dans notre propre culture, dans ce qu'elle a de misérable, d'abject et d'odieux.
L'antisémitisme dont on peut constater la recrudescence n'est pas alimenté par les événements du Proche-Orient. C'est se voiler la face que de penser cela. La lutte acharnée que nous menons, que nous devons tous mener contre l'antisémitisme, l'anti-islamisme, contre le racisme, elle se joue en France, pas au Moyen-Orient. C'est ici, en France, que nous devons travailler à éradiquer cette haine de l'autre. Vous connaissez notre engagement en la matière. Vous savez que notre volonté sans faille ne faiblira pas. Mes chers collègues, s'il vous plaît, parce que nous serons chaque clairs. groupe aura le droit à la parole. Mes chers collègues, c'est parce que nous serons clairs au niveau international que nous pourrons être fermes au niveau national. Je le répète, cette résolution dit une seule chose. Deux peuples vivent dos à dos et doivent apprendre à vivre côte à côte. La reconnaissance d'un État palestinien doit permettre de nous placer dans cette perspective. Je souhaite, mes chers collègues, qu'à l'issue de notre vote, le gouvernement s'engage, au moment qu'il jugera le plus rapidement et le plus opportun, engage dans un processus de reconnaissance de l'État de Palestine. Je souhaite que beaucoup de parlements en Europe et que beaucoup de gouvernements en Europe s'engagent à leur tour dans cette voie. Je proposerai d'ailleurs que sur les fondements de ce vote que nous aurons mardi, nous puissions rencontrer la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères pour pousser l'Union à plus d'engagement encore pour la paix. Et je souhaite, mes chers collègues, que vienne le temps, à partir de la voix du Parlement français, que vienne le temps, enfin, dans cette région, des faiseurs de paix. Merci, Monsieur Leroux. Oui, pour un rappel au règlement. Monsieur le Président, je souhaite faire un rappel au règlement qui s'appuie sur l'article 136 de notre règlement, qui lui-même s'appuie sur l'article 34 de notre Constitution, qui rappelle que la politique étrangère ne relève pas du pouvoir législatif. Or, dans ce cadre, cette proposition de résolution ni ne respecte ce principe, mais pire, adresse un message négatif à un ami et allié de toujours de la France, Israël, et un encouragement à un mouvement terroriste, le Hamas, allié au djihad islamiste, ennemi de la France. Voilà pourquoi, en vertu de notre règlement, je vous demande le retrait de cette résolution. Alors, je vois bien à quoi peuvent servir les rappels au règlement, mais c'est une remarque qui a été faite en conférence des présidents et qui a été examinée en conférence des présidents. Et nous avons décidé, conformément d'ailleurs à la réforme constitutionnelle de 2008, d'inscrire ce texte. Et je vous propose que nous puissions continuer à examiner, d'entendre les orateurs dans le cadre de la discussion générale. Et je donne la parole à Monsieur Pierre Lellouche pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si elle était adoptée, la résolution proposée ce matin par le groupe socialiste entraînerait, et je pèse mes mots, un changement radical de la ligne diplomatique de la France sur le conflit israélo-palestinien, une ligne constamment soutenue depuis 40 ans sous tous les gouvernements, à savoir que la France est favorable à la reconnaissance de deux États, israéliens et palestiniens vivant côte à côte, dans la paix, la reconnaissance de la Palestine devant découler d'un tel accord et non l'inverse. Je rappelle que cette position, qui a fait jusqu'ici l'objet d'un consensus bipartisan, est également celle de l'Europe depuis 1978 par la déclaration de Venise. L'initiative du groupe socialiste pose trois problèmes distincts. Est-elle conforme à l'esprit de nos institutions? Est-elle susceptible de contribuer à la reprise des négociations et donc à la paix? Est-elle de nature à apaiser le débat en France ou, à l'inverse, à accroître le climat d'inquiétude et de tension qui caractérise certaines parties de la communauté nationale? À ces trois questions, il faut hélas répondre par la négative. Sur le premier point, et je le dis avec force, la novation introduite sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2008 avec le pouvoir de résolution des deux assemblées, l'article 34.1 de la Constitution, ne donne ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat le droit de réécrire la diplomatie de la France. Aujourd'hui, il nous est demandé de reconnaître la Palestine, mais quid alors demain du Sahara occidental, du Kurdistan irakien, du Haut-Karabakh, de l'Abkhazie et de bien d'autres sujets encore. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'injonction, entre guillemets, au gouvernement, rien ne s'oppose en principe à ce genre d'invitation, rien
sauf l'esprit de nos institutions qui consacrent, dans les domaines touchant à la sécurité nationale, la primauté de l'exécutif, ce que l'on appelait jadis le domaine réservé du président de la République. Sauf à considérer que le Parlement français a vocation à se faire périodiquement plaisir, comme le fait le Parlement européen en multipliant les vœux sur toutes sortes de sujets, vous me permettrez de penser qu'une telle lecture n'a rien à voir avec nos institutions. Sur le fond, et c'est la deuxième question, les promoteurs de la résolution, rejoints d'ailleurs par quelques voix dans l'opposition, expliquent qu'il est impératif de sortir du blocage actuel des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, du cycle de violences religieuses auquel on assiste, et que seule une initiative de ce type peut servir d'électrochoc en vue de la reprise des négociations. Si nous partageons le même constat devant la gravité du blocage actuel, l'argument avancé ne résiste malheureusement pas aux faits. Dans l'état actuel des choses, la résolution n'aurait qu'une vertu, contrer les voix qui, au sein même du gouvernement israélien, semblent exclure désormais tout État palestinien. Évolution que, pour ma part, je considère comme très préoccupante, tout comme je trouve proprement choquante l'injonction faite par le Premier ministre israélien aux députés français de ne pas voter la résolution. Pour autant, une telle résolution ne fera que radicaliser un peu plus la position israélienne, dangereuse à long terme pour la pérennité même de l'État d'Israël, sans aider aucunement le président palestinien, M. Mahmoud Abbas, que je connais bien, à régler son problème numéro un, qui est d'asseoir son autorité sur le Hamas à Gaza, une organisation reconnue comme terroriste et qui refuse l'existence même de l'État d'Israël. Au pire, la reconnaissance vaudrait indirectement reconnaissance du terrorisme, terrorisme que nous combattons partout ailleurs, au Sahel, au Mali et en Irak. Au mieux, cette reconnaissance parlementaire nous constituerait, pour reprendre l'expression même de Laurent Fabius, qui est devant moi, la reconnaissance virtuelle, je cite, d'un État qui ne changera rien du tout, je cite, sur le terrain. Dans un tel contexte, la résolution de l'Assemblée nationale n'aurait eu de sens que si elle était venue en appui à l'initiative diplomatique française à laquelle travaille en ce moment M. Fabius, à New York, d'une conférence internationale chargée d'encadrer la reprise de la négociation de paix. Ce qui aurait exigé alors que la gauche et la droite travaillent ensemble, comme je l'ai suggéré à Mme Guigou, à l'intérieur de la Commission des Affaires étrangères, pour mettre au point une résolution en soutien à l'initiative diplomatique de la France. Malheureusement, tel n'a pas été le cas et le groupe socialiste a choisi de casser le consensus bipartisan dans notre pays sur le Moyen-Orient. Ce qui me mène au dernier volet, celui de la politique intérieure française. De l'aveu même de plusieurs collègues éminents de la majorité, le Parti socialiste a surtout cherché ces 2 dernières semaines à ne pas se laisser déborder par 2 textes préalablement déposés au Sénat par le groupe communiste et le groupe Vert qui seront discutés le 11 décembre. Ceci sans parler d'autres arrière-pensées à caractère électoraliste sur lesquelles je ne m'étendrai pas, en direction d'une communauté musulmane qui avait massivement voté François Hollande en 2012 et qui depuis s'en était détachée. Mais ce qui est d'autant plus regrettable dans tous ces calculs, c'est que cette initiative intervient sur un terreau en France, et je le dis avec gravité, marqué par des tensions et des inquiétudes intercommunautaires croissantes, notamment depuis l'affaire Mera. Ces dernières semaines, les plus hautes autorités de l'État n'ont cessé de rappeler, je cite, qu'il fallait tout faire pour éviter d'importer en France les conflits du Proche-Orient. Mais je vous le demande, mes chers collègues, conclure, avec gravité, je termine. Cette résolution ne fait-elle pas exactement cela? Pour toutes ces raisons, et même si pour ma part, je partage l'analyse du constat, à savoir qu'il est urgent de ramener les parties à la table de négociation, je ne suis nullement convaincu, comme la majorité de mes collègues du groupe UMP, que la résolution présentée ce matin par le groupe socialiste puisse contribuer utilement à cet objectif, bien au contraire. Merci, Monsieur Lelouch. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'œuvre de paix se construit à force de courage, de tolérance et de détermination. La question de la reconnaissance du droit des Palestiniens à un État, aux côtés de celui d'Israël, et de la légitime préoccupation des Israéliens pour vivre en paix et en sécurité a toujours été un sujet de passion et de raison au sein de la famille centriste.
C'est une question grave qu'il faut aborder avec modestie et lucidité. L'UDI a toujours répondu présente pour aider et soutenir les solutions pérennes et audacieuses pour la coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Ce fut le cas quand il s'est agi d'appuyer la légitime reconnaissance de la Palestine par l'UNESCO en novembre 2011, et puis au sein de l'Assemblée générale de l'ONU en novembre 2012. Comment, mes chers collègues, l'Assemblée nationale peut-elle apporter aujourd'hui sa contribution à la paix entre Israéliens et Palestiniens? Notre groupe n'a jamais opposé et n'opposera jamais diplomatie et assemblée. Convaincu que la voix des parlements au service de la paix, de la liberté, des droits est complémentaire de l'action diplomatique des gouvernements. C'est vrai qu'en Europe, des parlements nationaux ont pris des initiatives en ce sens. Mais chez nous, cette question est particulièrement sensible en France, puisque nous avons sur notre sol la plus grande communauté juive et musulmane d'Europe. Il nous est par conséquent impossible de considérer que notre action diplomatique pourrait être comprise comme un simple témoignage ou comme un engagement symbolique. J'ajoute que l'ambition de cette proposition de résolution tranche avec le flou de la diplomatie française. Le ministre Laurent Fabius se contente d'annoncer que la reconnaissance de la Palestine comme État se ferait le moment venu. Quel décalage! Cette résolution isolée, et ça a été dit par Pierre Lelouch, du groupe PS, invitant le gouvernement français à reconnaître l'État palestinien apparaît donc comme une prise de position par défaut que le gouvernement n'ose prendre ou que le gouvernement n'a pas le courage de prendre. J'observe que pour avoir une portée diplomatique réelle, cette résolution aurait dû faire l'objet d'une concertation avec l'ensemble des groupes parlementaires, qui d'ailleurs sont tous convaincus de la nécessité d'un règlement global de ce conflit qui n'a que trop duré depuis 66 ans. À l'UDI, nous considérons aussi que ce débat aurait mérité d'être l'objet d'une résolution de nature bipartisane, ne se focalisant pas seulement sur la reconnaissance d'un État, si juste soit-elle, mais l'idée de deux États, palestiniens et israéliens, vivant en paix. Ainsi, alors que ce débat méritait consensus, clarté et cohérence, on se retrouve pris au piège d'un non-choix du gouvernement. Monsieur le ministre, vous répétez à dessein que la solution de ce conflit devrait être globale. Vous appelez du reste, à juste titre, à la tenue d'une conférence de Paris, à l'instar de celles qui se sont tenues en 2007 et en juillet 2010. À mon tour de vous poser deux questions qui découlent logiquement de la proposition de résolution à l'aune de notre débat. Quel est votre plan global pour la stabilité de la région? Avec quel calendrier? Selon quelles modalités? Avons-nous en France encore une ambition qui ferait de Paris un des lieux centraux de la diplomatie internationale? De ces deux réponses découleraient les conditions préalables et nécessaires qui remettraient la diplomatie française au Proche-Orient au cœur de la solution des deux États. Nous pensons à l'UDI que les partis centristes et réformistes israéliens sauront convaincre les Israéliens quant à la nécessité d'ancrer la solution des deux États comme étant la seule, comme ça a été rappelé en août dernier par le ministre des Finances israélien. Enfin, nous centristes, réformistes et humanistes, nous sommes avant tous européens convaincus et nous pensons qu'une décision non concertée, je dis bien non concertée, avec l'ensemble de nos partenaires de l'Union européenne, qui n'impliquerait que quelques États européens risque de nous placer, une fois de plus, dans une position délicate, pour ne pas dire en porte-à-faux, avec une influence naturellement amoindrie. Je le rappelle, mes chers collègues, seule la Suède a reconnu officiellement l'État de Palestine. Le Parlement britannique a certes voté, mais le vote n'a pas de valeur contraignante. Quant à la proposition de résolution espagnole, je vous invite à la lire. Elle conditionne la reconnaissance de la Palestine par l'État espagnol à l'accord de paix négocié entre Israéliens et Palestiniens, ce qui n'est pas le cas dans cette proposition de résolution. Faisons confiance au président du Parlement européen, Martin Schulz, qui vient de déclarer qu'il espérait un vote de résolution du Parlement en décembre, au président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et à l'ambition et à la sincérité de la nouvelle haute représentante européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, qui a récemment déclaré qu'elle serait heureuse si l'État palestinien existait au terme de son mandat. À l'UDI, nous sommes convaincus que c'est par un travail de mobilisation consensuelle et non isolé, Monsieur le Président Leroux, et de convergence diplomatique au niveau européen que cette question israélo-palestinienne trouvera enfin la voie de la paix. Le vote d'une telle résolution ne risque-t-il pas
de raviver les tensions communautaires et fragiliser la paix sociale? Pouvons-nous prendre le risque d'attiser les haines alors que les drames terribles se déroulent quotidiennement dans la région? Si nous partageons la volonté d'aboutir à un règlement définitif du conflit israélien-palestinien, chacun répondra au sein du groupe en conscience avec sa liberté de vote. Merci, Monsieur Vigier. La parole est à Monsieur François de Rugy pour le groupe écologiste pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le 30 octobre dernier, la Chambre des communes britannique a adopté une motion non contraignante invitant le gouvernement anglais à reconnaître la Palestine en tant qu'État. 15 jours plus tard, suite à une initiative gouvernementale, la Suède est devenue le premier État membre de l'Union européenne à s'engager dans cette voie. L'Irlande et l'Espagne lui ont depuis emboîté le pas. Au total, 134 pays se sont prononcés pour la reconnaissance d'un État palestinien libre et souverain dans le cadre des frontières de la résolution de l'ONU de 1967. Alors que le président de l'autorité palestinienne s'apprête dans les prochaines semaines à soumettre au Conseil de sécurité des Nations unies une résolution prévoyant le retrait israélien complet des territoires occupés dans un délai de 24 mois, c'est au tour de la France, pays fondateur de l'Union européenne, membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et ami historique des peuples israéliens et palestiniens, de se saisir de cette question par le biais de son Parlement. À cet égard, c'est le sens de l'initiative des sénateurs écologistes qui ont déposé une proposition de résolution dès le 23 octobre dernier, comme nous l'avons fait ici à l'Assemblée nationale, tout comme les groupes GDR et socialistes. La proposition de résolution dont nous débattons aujourd'hui n'est pas une injonction, elle est une invitation au dialogue. Elle est un symbole. Après l'été meurtrier que nous avons connu et qui a fait, rappelons-le, plus de 2000 morts côté palestinien, dont une majorité de civils, et plus de 60 morts côté israélien, après la recrudescence d'épisodes violents qui s'est traduite ces dernières semaines par une multiplication des actes terroristes à Jérusalem, il est des symboles qui comptent. Que dit cette résolution? D'abord, elle réaffirme le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et sa vocation à advenir en tant qu'État. Reconnaître que c'est le point d'aboutissement des négociations est la condition sine qua non à la reprise des négociations. Car le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, c'est-à-dire de se constituer en État, comme l'avait déclaré François Mitterrand à la tribune du Parlement israélien le 4 mars 1982. Ensuite, cette résolution souligne que la colonisation annihile toute chance d'aboutir à un compromis négocié, et je veux à cet égard rappeler l'ampleur de la gravité de la situation. La Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, Gaza et une partie du Golan sont des territoires occupés par Israël depuis 1967. Entre 2012 et 2013, les seules constructions israéliennes en Cisjordanie ont augmenté de 123%. Souvenons-nous un instant du retrait unilatéral du Gush Katif, ce groupement de colonies israéliennes situé au sud de la bande de Gaza. En 2005, il avait provoqué des tensions au sein de la société israélienne et occasionné de nombreux troubles à l'ordre public. Il concernait 8000 colons. Ils sont aujourd'hui près de 400 000, soit 50 fois plus. La colonisation est une négation de l'esprit des accords d'Oslo de 1993 et une violation du droit international. Elle menace de conduire le processus de paix à un enlisement irréversible. De même, l'édification d'un mur de séparation qui heurte profondément notre sensibilité européenne, est non seulement insupportable sur le plan moral, mais également inacceptable sur le plan du droit. Récemment, de nombreux intellectuels israéliens, dont l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, rappelaient « Il n'y a pas d'autre choix que la reconnaissance mutuelle de deux entités nationales, définies par les frontières du 4 juin 1967, susceptibles de modifications mineures agréées d'un commun accord. » Enfin, cette résolution réaffirme l'urgente nécessité d'aboutir à l'établissement d'un État démocratique et souverain aux côtés d'Israël, dont toutes les parties doivent reconnaître le droit à la reconnaissance et à la sécurité. Sur ce point également, il n'est pas d'ambiguïté possible. Les violences perpétrées ces dernières semaines contre des civils israéliens sont intolérables. Elles ébranlent toute perspective de sortie de crise.
Ce type de résolution doit ramener l'espoir, signifier aux Palestiniens qu'une issue politique est possible et dissuader ceux qui seraient tentés, malheureusement encore trop souvent, par le recours à la violence et au terrorisme. Notre initiative parlementaire d'aujourd'hui doit être prise pour ce qu'elle est, une contribution à un climat international apaisé, serein et équilibré. Elle ne doit en aucun cas prétendre se substituer à une phase de négociation dans laquelle les parties devront impérativement s'engager. Elle est notre modeste contribution à l'encouragement international à la reprise de véritables négociations. Monsieur le ministre, je voudrais saluer votre action sur ce sujet si délicat et si difficile. La position que vous défendez au nom du gouvernement français est ferme et claire. Ainsi, lors de votre intervention au Caire le 12 octobre dernier, vous avez donné un cap, un État de Palestine indépendant, démocratique, contigu et souverain, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés d'Israël sur la base des lignes de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Dans cette perspective, vous avez également indiqué une méthode en proposant l'organisation d'une conférence internationale réunissant la partie palestinienne et la partie israélienne, ainsi que l'ensemble des États du Moyen-Orient. Je veux saluer cette initiative que j'avais, au nom du groupe écologiste, appelée de mes vœux lors du débat sur l'intervention militaire française en Irak. Je crois en effet que la question palestinienne porte en elle une problématique régionale qui tient tant aux délimitations territoriales qu'à la question du respect des minorités. Enfin, au moment où nous nous prononçons sur ce texte, il est indispensable que nous prêtions une attention particulière aux enjeux nationaux qu'il peut revêtir. Il ne fait malheureusement plus de doute que le conflit israélo-palestinien a été importé dans notre pays et personne dans cet hémicycle ne peut contester que le mouvement de protestation contre l'opération Bordure protectrice l'été dernier a donné lieu à de graves dérives antisémites en France. Là encore, c'est notre devoir que de ne laisser place à aucune faille dans laquelle des esprits mal intentionnés s'engouffrent systématiquement. La responsabilité du politique, c'est de tenir toujours et partout un seul et même langage, comme le disait là aussi le président Mitterrand dans son discours à la tribune de la Knesset le 4 mars 1982. Notre discours, c'est celui de la liberté, de la solidarité, mais également, lorsque cela s'impose, de la fermeté. Voilà en quelques mots l'esprit dans lequel les députés écologistes accueillent ce texte, avec fierté, solidarité et responsabilité. Avec fierté parce que cette proposition est fidèle aux valeurs que nous défendons et qu'elle aura évidemment un écho particulier en Europe et dans le reste du monde. Avec solidarité parce que le droit du peuple palestinien à se doter d'un État doit être en toutes circonstances réaffirmé, comme doit être en toutes circonstances réaffirmé le droit d'Israël à exister en paix, en liberté et en sécurité. Avec responsabilité, parce que nous avons conscience de toucher à une question sensible qui appelle notre plus grande vigilance et notre plus grande clarté. Les députés écologistes voteront en faveur de cette proposition de résolution. Merci, Monsieur de Rugy. La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, notre groupe arrêtera sa décision après ces débats et à notre prochaine réunion, mais par-delà telle ou telle diversité, je souhaite indiquer aujourd'hui son sentiment dominant. L'article 34.1 de la Constitution autorise, on l'a dit, les assemblées à voter des résolutions, mais il précise « sont irrecevables les propositions de résolution dont le gouvernement estime qu'elles contiennent des injonctions à son égard. Il convient en effet de respecter la séparation des pouvoirs, la répartition des compétences entre le législatif et l'exécutif, c'est-à-dire le chef de l'État chargé de diriger la politique étrangère par l'article 52 de la Constitution et le gouvernement chargé de conduire avec lui la politique de la nation par l'article 20. Le droit de résolution est fait pour que l'Assemblée puisse, sur tel ou tel sujet, exprimer sa position, son opinion, mais il s'agit bien là de son opinion, pas de l'opinion de l'exécutif qu'elle n'a pas capacité à engager. Or, ce texte se termine ainsi. L'Assemblée nationale invite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine. Selon le dictionnaire,
Inviter a pour synonyme engager, exhorter, inciter. Cette invitation est donc la forme plus courtoise de l'injonction. Il s'agit de prescrire au gouvernement d'accomplir un acte déterminé, de lui donner une directive, une instruction en ce sens. Or, chaque pouvoir doit agir dans son domaine constitutionnel de compétence sans tentative de débordement, comme l'a écrit le professeur Jean Gicquel. Autre point, telles qu'elles sont régies par la loi organique du 15 avril 2009 et par l'article 136 de notre règlement, les propositions de résolution sont des instruments d'expression malheureusement très rigides. D'une part, je cite le règlement, elles ne sont pas renvoyées en commission. D'autre part, elles ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement. Bref, selon une formule familière, c'est à prendre ou à laisser. Le député qui n'appartient pas au groupe ayant déposé la proposition de résolution se trouve sans marge d'action. Il n'a qu'une alternative, adopter tel quel ou rejeter tel quel ce texte, sans pouvoir le modifier ou l'infléchir en quoi que ce soit. Dernier point, la diplomatie parlementaire a ses mérites, qui sont grands, mais aussi ses limites. Par la force des choses, telle commission parlementaire, même spécialisée, dispose d'une information moins complète, moins fréquente que le Quai d'Orsay pour pouvoir suivre et apprécier toutes les données d'un problème complexe. D'un côté, quelques administrateurs d'ailleurs de grande qualité à l'Assemblée, de l'autre, un très grand nombre de fonctionnaires, de qualité également, au ministère des Affaires étrangères. Le risque, c'est que l'Assemblée ou telle commission, croyant d'ailleurs bien faire, gêne éventuellement l'exécutif par ses prescriptions, limite sa liberté d'action et sa capacité de négociation internationale par des initiatives imprévues ou inopinées. C'est donc à l'exécutif qu'il appartient de décider de la diplomatie française. Pour ces diverses raisons, cette proposition de résolution ne peut être considérée comme recevable. En conséquence, comment serait-il possible de prendre part à son vote si l'on veut se conformer à la Constitution? Sur le fond, je connais la sincérité des auteurs de cette résolution. Comme eux, chacun souhaite profondément que s'établisse durablement la paix et la sécurité pour tous dans cette partie du Proche-Orient, meurtrie par tant de conflits et d'attentats. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer ici même à l'Assemblée, en 1996, comme vice-président de la Commission des Affaires étrangères, le président Arafat. Chacun déplore avec émotion le nombre des victimes de part et d'autre. Chacun de nous est favorable à la solution des accords d'Oslo, qui continuent d'être retenus tant par Israël que par l'autorité palestinienne, c'est-à-dire la coexistence pacifique et la reconnaissance mutuelle de deux États vivant côte à côte. Conformément à ces accords, la Cisjordanie est dirigée par l'autorité palestinienne du président Abbas et Gaza a été totalement évacuée en 2005. Même si le processus de négociation est aujourd'hui interrompu, il est possible qu'il reprenne. Il ne faut pas omettre l'action toujours possible du quartet qui représente l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie. De même, il ne faut pas oublier la médiation de John Kerry qui avait réussi à relancer les négociations directes jusqu'en avril dernier et qui espère y parvenir de nouveau. Comme le dit avec justesse d'ailleurs Elisabeth Guigou dans Le Monde du 13 novembre, il semble que le secrétaire d'État américain John Kerry ait l'intention d'effectuer une nouvelle tentative de négociation. Il faut en tenir compte. S'il y arrive, tant mieux. Par ailleurs, autre difficulté, cette résolution intervient à un moment de grande tension, donc peu favorable.
Elle risque d'être mal comprise vu la situation actuelle qui ne s'y prête guère, avec plusieurs attentats très meurtriers commis à Jérusalem ces jours derniers. Et par ailleurs, la nouvelle composition du gouvernement palestinien pose problème. En effet, un gouvernement d'union a été formé le 2 juin par le Fatah de Mahmoud Abbas, dirigeant ouvert au dialogue, et le Hamas qui soutient, lui, des positions extrémistes. Le Hamas, le mouvement de la résistance islamique, refuse catégoriquement l'existence même de l'État d'Israël, dont il veut la suppression. Il est important de lire sa charte en se rappelant que la charte de l'OLP était beaucoup plus modérée que la charte du Hamas. Article 11. La terre de Palestine est une terre islamique. Il est illicite d'y renoncer en tout ou en partie. Aucun État arabe n'en a le droit, aucun roi ou président n'en a le droit. Article 13. Il n'y aura d'autre solution à la cause palestinienne que par le djihad. Quant aux initiatives, propositions et autres conférences internationales, elles ne sont que perte de temps et activités futiles. Et l'article 33 proclame « Vive le djihad ». Or, cette résolution ne parle pas une seule fois du Hamas, représenté au gouvernement palestinien depuis juin. Elle passe totalement sous silence cette question et apparaît pour cette raison incomplète et donc non équilibrée. Ignorer un problème, ce n'est pas le résoudre. Il est très regrettable que ce texte n'évoque à aucun moment les conditions qui seraient à imposer au Hamas, c'est-à-dire l'acceptation de l'existence de l'État d'Israël, la reconnaissance mutuelle de 2 États, chacun disposant du droit à la sécurité, ce qui exclut notamment les tirs de roquettes contre les villes voisines. La diplomatie française a toujours conçu la reconnaissance de l'État de Palestine, le moment venu, comme le résultat, comme l'aboutissement positif et final d'une négociation de paix, et non l'inverse, et non une reconnaissance unilatérale, avant qu'il y ait eu accord entre les parties concernées. La France a toujours eu une position équilibrée au Proche-Orient, qui lui vaut d'avoir des relations de confiance et d'amitié avec les 2 parties, avec Israël et avec l'autorité palestinienne. Il ne faudrait pas que cette résolution, qui peut paraître déséquilibrée, nous prive de notre position privilégiée et handicape la capacité d'action de la diplomatie française. Dans son discours à la Knesset, François Mitterrand disait « Le dialogue suppose la reconnaissance mutuelle du droit de l'autre à l'existence, le renoncement mutuel à la guerre directe ou indirecte. Il n'y a pas de fatalité du conflit. Israël a signé les traités de paix avec les États voisins qui acceptent son existence. Il vit en paix avec l'Égypte depuis 1979, depuis 35 ans, avec la Jordanie depuis 1994, depuis 20 ans. Rien n'est jamais irrémédiable. Il faut toujours faire confiance à la capacité des peuples à se parler, à s'écouter et finalement à bâtir ensemble un destin de paix. Merci, Monsieur Schwarzenberg. La parole est à Monsieur François Asensi pour le groupe GDR pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, la France a rendez-vous avec son destin. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de réparer une injustice vieille de 60 ans et de reconnaître enfin au peuple palestinien le droit inaliénable qui est le sien, celui de disposer d'un État. En 1947, sur des comptes du colonialisme européen et de la barbarie nazie, l'ONU redessinait la carte du Proche-Orient. Le monde affrontait une forme de responsabilité collective à l'indicible extermination des Juifs. Les Nations unies optaient pour la coexistence de 2 États. L'un, Israël, a vu le jour immédiatement, l'autre, la Palestine, n'en peut plus d'attendre sa reconnaissance.
Depuis 60 ans, l'histoire bégaie de conflits meurtriers en violence asymétrique. Elle confisque toujours un peu plus le territoire accordé aux Palestiniens en 1947. Depuis 60 ans, l'identité culturelle palestinienne subit une véritable négation propre à tout système colonial. Depuis 60 ans, le joug de l'occupant ne cesse d'étouffer le peuple palestinien. Humiliation, privatisation, spoliation forment son quotidien. L'arbitraire devient la norme, jusqu'à conduire des députés et des enfants à être détenus pour leurs idées. Les vers du grand poète israélien Aaron Shabtai décrivent cette humanité qui vacille. Les mots purs que j'ai sucés au sein de ma mère, hommes, enfants, justice, compassion, sont dévalisés sous nos yeux, emprisonnés dans des ghettos, assassinés au checkpoint. Le moment est venu de mettre fin à ce cycle de malheur. Le moment est venu de remplacer les murs par des ponts entre deux peuples, israéliens et palestiniens, que tout rapproche. Une histoire mêlée, une culture partagée, une même terre et surtout la même soif de paix. Car disons-le une fois pour toutes, ce conflit n'a rien d'un conflit religieux ou ethnique. Comme bien d'autres sur ces bancs, je suis animé d'une conviction profonde et intangible. Seule la reconnaissance immédiate de la Palestine comme État souverain et indépendant dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est pour capitale permettra d'asseoir une paix durable. Depuis le début de cette législature, à 24 reprises, notre groupe a réclamé cette reconnaissance dans cet hémicycle. Dès septembre 2012, nous avons déposé une résolution invitant le gouvernement à reconnaître la Palestine. Je vous ai personnellement interrogé, Monsieur le ministre, 3 fois sur ce sujet lors des questions d'actualité. Il s'agit d'un combat historique pour les députés communistes et le Front de gauche. Je pense notamment à l'action de notre ancien collègue Jean-Claude Lefort, président pendant longtemps de l'association France-Palestine. Hier, avec l'Algérie ou l'Afrique du Sud, aujourd'hui avec la Palestine, nous sommes du côté du droit international. Comme le disait magnifiquement Nelson Mandela, notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Il s'agit d'une question de principe. Et si par le cours de l'histoire, les termes étaient inversés, si le peuple israélien se trouvait à l'heure actuelle sans État, nous adopterions bien évidemment la même position, car on ne choisit pas la liberté d'un peuple au détriment d'un autre. 2 options s'offrent à notre diplomatie. Poursuivre dans l'impasse des négociations bilatérales ou tenter une nouvelle approche fondée sur le droit international. Mais s'il est un constat désormais largement partagé, c'est celui de l'échec du processus de paix. Depuis les accords d'Oslo, rien n'a fondamentalement changé. En jouant la montre et en pratiquant la politique du fait accompli, les gouvernements israéliens ont morcelé le territoire palestinien accordé par le partage de 1947. Entre 1993 et 2000, le nombre de colons a doublé et l'immense majorité de la Cisjordanie est restée sous contrôle militaire et administratif israélien. Les checkpoints, le mur, les implantations illégales ont décidé de véritables bantoustans. Le constat est accablant. Le processus de paix n'a servi qu'à renforcer la colonisation et à saper la viabilité du futur État palestinien. Isaac Rabin et Yasser Arafat ont incarné un véritable espoir parce que leur volonté de paix était sincère. Je tiens ici à rendre hommage à leur choix courageux. Mais il faut s'interroger sur l'échec d'Oslo. Comment négocier sur un pied d'égalité quand le rapport de force est marqué par une inégalité fondamentale, quand l'une des parties occupe, qu'elle est dotée du monopole de la violence légitime et qu'elle exerce une véritable tutelle financière au terme du protocole de Paris? Le prisonnier peut-il négocier sa liberté? Naturellement, il n'y a d'issue au conflit israélo-palestinien que par la négociation entre les 2 parties. Mais c'est la paix qui est à négocier et non le droit international. Les résolutions de l'ONU ont resté trop longtemps lettre morte par l'inaction du Conseil de sécurité et le veto américain sur la question du mur, de la colonisation, du respect des frontières de 1967, du blocus de Gaza, des réfugiés. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que de reprendre la voie du droit. La création de l'État palestinien est consacrée par les résolutions 242 et 1860 du Conseil de sécurité.
qui délimitait cet État occupé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Sa légalité est l'avis de la Cour internationale de justice en 2004. Plus de 135 pays reconnaissent déjà la Palestine, soit l'immense majorité des nations, à l'exception des puissances occidentales. Il est bien temps d'y remédier. Mardi prochain, le vote de l'Assemblée nationale française sera un vote pour la paix, un vote pour la justice, un vote pour la sécurité d'Israël et de tout le Moyen-Orient. Parce que nous sommes amis du peuple israélien et solidaires de ses composantes pacifistes, nous devons l'aider à sortir de l'illusion selon laquelle sa sécurité pourrait s'asseoir sur la négation des droits du peuple palestinien. Le mur enferme les Israéliens sur eux-mêmes. Le système colonial mine la société entière, comme le disait si justement Elias Sambar. Vous occupez nos territoires le jour, nous occupons vos rêves la nuit. C'est pourquoi tant de voix se lèvent aujourd'hui en Israël pour exiger la reconnaissance de l'État palestinien et la fin des colonies, à l'instar de l'ancien ambassadeur Eli Barnavi. Ils ne reconnaissent plus les principes fondateurs de 1948 dans le projet d'État juif porté par le gouvernement Netanyahou. Des centaines d'intellectuels, de hauts gradés, de militants de la paix ont compris que la création d'un État palestinien indépendant et démocratique était le plus sûr gage de la sécurité d'Israël, à laquelle nous sommes attachés. Ils ont compris qu'il en est aussi la sécurité du monde. Le conflit israélo-palestinien constitue la mère des conflits, mais aussi la mère des solutions. Reconnaître l'État de Palestine, c'est désarmer ceux qui instrumentalisent la cause palestinienne pour des visées totalitaires et terroristes. C'est battre en brèche la théorie absurde du choc des civilisations. Je dois vous dire notre émotion qu'enfin la Palestine s'invite à l'Assemblée nationale. Le Sénat se prononcera dans la foulée le 11 décembre prochain à l'initiative des sénateurs communistes. À travers la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est la voix de la France dont il est question. Cette voix transcende les clivages partisans. Il y a tout juste 50 ans, la France du général de Gaulle accordait la reconnaissance officielle à la Chine et confortait notre choix singulier dans le concert des nations. J'appelle notre Assemblée à se montrer à la hauteur de cette vision diplomatique qui a su rassembler notre pays dans un souci d'indépendance et d'équilibre du monde. En 2011, cette même France a voté l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, puis comme État observateur de l'ONU en 2012. C'est cette même France qui, je l'espère, au lendemain de notre vote, reconnaîtra officiellement l'État de Palestine. Il serait inconcevable que notre pays demeure à la remorque du concert des nations après les initiatives espagnoles, britanniques, irlandaises et suédoises. Il sera inconcevable que le gouvernement ne reconnaisse pas officiellement la Palestine au lendemain du vote de cette résolution. Il en va de la crédibilité et de la parole de notre peuple, de notre pays auprès de ses partenaires. En 2011, nous avions signé ici, avec toutes les sensibilités politiques, une résolution portant sur la reconnaissance de l'État palestinien, administrant la preuve que nous pouvons nous rassembler quand l'enjeu est essentiel. Cette voie la plus large n'a pas été choisie, je le regrette, car elle aurait donné plus de force à la voix de la France dans notre Parlement. Pour autant, ne nous trompons pas de débat. Mardi, chaque parlementaire sera responsable de son vote devant l'histoire. Il s'agira de dire oui au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui à la paix et à des négociations fondées sur le droit international. Quelle discipline de parti pourrait s'y opposer? Soyons à la hauteur des pacifistes israéliens qui espèrent notre soutien pour relancer la paix. Soyons à la hauteur du peuple palestinien qui a fait le choix de la lutte et du compromis autour du président Abbas. Soyons à la hauteur de ce peuple pacifiste auquel on a voulu tout prendre, mais qui n'a jamais perdu son âme, son extraordinaire dignité et son amour de la liberté. À ceux qui auraient voulu dénier à ce peuple palestinien son droit à exister, j'adresserai ces vers de Mahmoud Darwish, l'immense poète palestinien. Debout ici, assis ici, toujours ici, éternel ici, nous avons un seul but, un seul être. Merci au peuple palestinien pour cette belle leçon d'humanité. Merci, Monsieur Assensi. La parole est à Madame Elisabeth Guigou pour le groupe SRC pour 5 minutes.
Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, je me souviens avec émotion qu'un jour de septembre 1993, Yasser Arafat, le leader palestinien, et Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, se sont serrés la main. Nous sommes, a dit Yitzhak Rabin, je le cite, « destinés à vivre sur le même sol et sur la même terre ». Hélas, 20 ans plus tard, ces images d'archives ne sont qu'un souvenir. Les deux protagonistes ont disparu et avec eux l'espoir immense de paix qu'ils avaient suscité. L'assassinat du Premier ministre israélien en 1995, qui a porté le premier coup au processus de paix, les attentats sanglants qui ont touché les villes israéliennes, les échecs de Camp David et de Taba, la seconde intifada, la construction du mur de séparation, la poursuite de la colonisation qui compromet chaque jour un peu plus l'idée même d'un État palestinien souverain, les guerres à répétition à Gaza. Enfin, le nouveau cycle de violence qui s'est ouvert cet été et se poursuit sous nos yeux, nous le voyons hélas, le processus d'Oslo n'en finit pas d'agoniser et les principales victimes en sont des civils innocents. Cette tragédie se répercute dans toute la région et jusqu'en Europe. La permanence de ce conflit nourrit ici les pires confusions, les pires instrumentalisations que, pour ma part, je ne peux tolérer dans notre pays, qui est celui de la tolérance et de la fraternité. Il faut que cela cesse. Il faut que s'arrête le cycle terrifiant de la violence et de la vengeance. J'entends dire que cette proposition de résolution serait inopportune car prématurée. Je crois au contraire que pour celles et ceux qui pleurent les victimes de ce conflit, elle vient trop tard. Rester immobile, c'est laisser le champ libre aux extrémistes qui se nourrissent de la poursuite de la guerre. Face à l'échec du processus de paix, l'indifférence est coupable et l'inaction meurtrière. Or, la solution est connue, la reconnaissance mutuelle de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, qui fait depuis 1993 l'objet d'un accord des deux parties et d'ailleurs de l'ensemble de la communauté internationale. Comment se peut-il alors qu'un consensus aussi général n'aboutisse jamais à sa réalisation? Que proposent ceux qui refusent notre contribution à part un statu quo mortifère? Notre résolution est un message de paix et d'amitié adressé aux deux peuples, israéliens et palestiniens. Nous voulons contribuer à la reprise des pourparlers, car j'ai la conviction, comme Shimon Peres, que la gestion du conflit, prônée par certains, ne fait qu'exacerber la violence. L'Européenne que je suis sait aussi que la paix ne s'obtient qu'en suivant le lent et difficile chemin de la négociation. Ce texte émane donc d'une volonté collective que je sais partager sur tous les bancs de cette Assemblée de concourir modestement à l'effort international de paix au Proche-Orient. Évidemment, seuls les peuples en conflit peuvent faire la paix. Je sais qu'ils y aspirent, car cette guerre les épuise et nourrit les extrêmes. Je sais à quel point cela est difficile, combien il y faut d'intelligence et de courage. Notre pays a le devoir de faire entendre sa voix, celle du refus obstiné partout des discours de haine. En raison de son histoire, de ses valeurs, de son amitié pour les peuples du Proche-Orient, mais aussi de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, la France est, comme le disait Mitterrand, comptable de la paix et de la stabilité dans la région. Notre pays a été l'un des premiers et plus fervents défenseurs de l'entrée d'Israël dans la communauté des nations. La France n'a jamais ménagé ses efforts pour que soit universellement admis le droit d'Israël à l'existence et à la sécurité. La reconnaissance mutuelle entre Israël et la Palestine et la reconnaissance par l'ensemble de la communauté internationale du droit à la paix et à la sécurité de ces États est la meilleure garantie d'une paix durable. Notre démarche veut contribuer à un mouvement pour la paix et appuyer les efforts de la diplomatie française en ce sens. Je soutiens le projet de conférence internationale que vous avez avancé, Monsieur le ministre, il y a quelques semaines et qui a été confirmé par le président de la République hier. Cette conférence internationale, j'en suis convaincue,
pourrait accompagner utilement les négociations entre les deux parties et, j'espère, convaincre les pays arabes qui ne l'ont pas encore fait de reconnaître Israël, car une telle reconnaissance réciproque, et nous en sommes convaincus, ce dont la paix a besoin. C'est au nom de ces principes défendus par tous les présidents de la Ve République que nous invitons aujourd'hui le gouvernement français à prendre l'initiative d'une reprise de dialogue et à reconnaître le droit du peuple palestinien à un État viable et souverain. Je conclus, ce texte, c'est un signal d'alarme pour que demain, il ne soit pas trop tard. Ce texte est un appel qui s'inspire de celui qu'a lancé François Mitterrand à la tribune de la Knesset en mars 1982. Un appel pour que les deux peuples, israéliens et palestiniens, retrouvent, selon les mots de François Mitterrand, chacun l'irréductible droit de vivre. Je vous remercie. Merci Madame Guigou. La parole est à Monsieur Axel Poniatowski pour le groupe UMP pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre débat de ce matin et plus encore le vote solennel de mardi sont, à mon sens, caractéristiques du rôle de la diplomatie parlementaire qui, dans une démocratie, prend toute sa place dans les processus politiques complexes et donc attaché aux symboles et aux signaux. Le processus de paix israélo-palestinien en fait partie. C'est la raison pour laquelle il aurait été bienvenu que cette résolution soit abordée dans la transparence et non en cachette, en y associant l'ensemble des députés, majorité comme opposition dès le début, afin de présenter, si possible, une initiative commune qui n'en aurait eu que plus de force. Cette approche aurait été d'autant mieux venue que nous aurions pu utilement enrichir ce texte, car au-delà de l'action de François Mitterrand ou François Hollande, que vous rappelez, vous passez un peu vite sur celle du général de Gaulle et sa vision de précurseur exprimée lors de sa fameuse conférence de presse de novembre 1967, un morceau d'anthologie. Vous omettez l'action de Valéry Giscard d'Estaing, qui fut le premier à accepter l'installation d'un bureau officiel de l'OLP à Paris, sur celle de Jacques Chirac, qui, au travers de ses relations privilégiées avec Yasser Arafat, fit beaucoup pour la Palestine, ou encore de Nicolas Sarkozy, sous le mandat duquel la France a reconnu la Palestine comme membre de l'UNESCO. Enfin, je veux vous faire observer que cette délibération s'inscrit dans un vaste mouvement européen, initié par la Suède il y a un mois, suivi de l'Espagne, du Royaume-Uni ou encore de l'Irlande. Le Parlement français viendra compléter ce mouvement mardi prochain, avant probablement d'autres parlements européens à brève échéance. Sur le fond, maintenant, contrairement à la lecture qui est souvent faite de notre débat d'aujourd'hui, je ne pense pas que la question porte sur le principe de la reconnaissance d'un État palestinien. Ce dernier est acté et depuis longtemps. Notre débat porte sur le moment. Est-ce le bon moment pour reconnaître un État palestinien ? Ce n'est en effet pas une question de principe, car la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies, votée en 1947, prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe, entre lesquels devait être d'ailleurs instaurée une union économique, monétaire et douanière. De même, et plus récemment, les accords d'Oslo, ça a été rappelé, en 1993, et puis surtout les accords de Camp David, en 2000, ont consacré la reconnaissance par Israël de la nécessité d'un État palestinien. En revanche, la question du moment mérite effectivement d'être posée et je comprends et respecte les réticences de certains à ce sujet. En ce qui me concerne, je pense que c'est précisément le moment, car j'ai une analyse inverse de ceux qui exhibent de la situation actuelle pour justifier le statu quo. C'est le statu quo
est le fait de repousser éternellement la reconnaissance de l'État palestinien à une paix durable, aujourd'hui impossible, qui crée cette situation de tension devenue explosive, qui fait le jeu des extrêmes et qui empêche l'aboutissement de tout processus de paix. Mes chers collègues, cela peut durer encore longtemps, car cela fait déjà 70 ans que ça dure. Contrairement à ce que l'on souhaiterait tous, je ne crois plus à ce que la paix puisse être un préalable à ce processus. Elle peut, en revanche, en être l'heureuse conclusion. Le mouvement d'ensemble dont je parlais, presque coordonné au niveau européen, dans la reconnaissance d'un État palestinien, n'est pas lié au hasard. C'est justement l'impasse actuelle qui crée les conditions de ce mouvement. C'est précisément l'absence de toute perspective de paix depuis l'échec en avril dernier de la modération américaine qui rend nécessaire de nouvelles initiatives. C'est le besoin, plus que jamais pressant, de reconstruction de Gaza pour laquelle 5,4 milliards de dollars ont été promis, qui est l'occasion de renforcer l'autorité palestinienne qui, pour la première fois depuis 8 ans, reprend pied dans un territoire où régnaient sans partage les islamistes. C'est le rapprochement du Fatah et du Hamas qui crée une nouvelle donne politique à encourager et à soutenir pour la paix. Il est donc grand temps, mes chers collègues, d'arrêter de se cacher derrière une vision improbable de la situation et qui consiste à attendre, toujours attendre, attendre une paix miraculeuse qui ne peut et ne pourra pas se faire dans ces conditions. La paix ne peut être que le fruit de la reprise de négociations et du dialogue entre les deux parties. Elle ne peut être que le résultat de la prise de conscience de la force de l'évidence, à savoir la poursuite du carnage ou la coexistence acceptée. Et ceci n'est possible qu'à condition qu'au moins en droit, les deux parties soient dans un rapport mieux équilibré. Cela s'appelle la reconnaissance d'un État palestinien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Poniatowski. La parole est à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous rêvons tous d'amour entre les peuples, d'une paix juste et durable au Proche-Orient, d'une entité palestinienne vivant côte à côte de l'État d'Israël. Malheureusement, la proposition d'aujourd'hui va à l'encontre de ces objectifs de paix. Elle est contre-productive et irresponsable. Tout le monde souhaite un État palestinien. Là n'est pas le sujet. Pour la quasi-totalité d'entre nous, c'est une nécessité. Mais à la question, faut-il aujourd'hui, maintenant, de façon unilatérale, un État palestinien, alors qu'il serait dirigé par un gouvernement à moitié corrompu et à moitié djihadiste? La réponse est clairement non. Il faut un État démilitarisé, résultant de négociations pour délimiter les frontières, vivant en paix aux côtés d'Israël, dont il reconnaîtrait préalablement l'existence. À l'heure où Israël, seule minuscule démocratie portant nos valeurs au Moyen-Orient, connaît un attentat tous les 3 jours touchant ses civils, à l'heure où les tensions intercommunautaires chez nous, en France, demeurent fortes, où le djihadisme, cancer de notre temps, tue nos compatriotes et ceux de nos alliés, l'adoption d'une telle proposition va importer le conflit en France. L'expérience nous montre que les règlements de conflits qui ont été imposés unilatéralement ont été des échecs. Par exemple, le diktat issu du traité de Versailles a eu des conséquences catastrophiques pour la France et pour le monde. Pourquoi reproduire les erreurs du passé? Palestiniens et Israéliens ont signé les accords d'Oslo, seul traité engageant les deux parties. Il y est stipulé qu'un règlement du conflit ne peut être unilatéral. Cette proposition viole donc ces accords. Comment réagissez-vous, mesdames et messieurs les députés, si demain, Israël déclarait, comme certains le souhaitent, ces accords caducs
et annexer unilatéralement une partie ou la totalité des territoires de Judée et Samarie. Sur le plan moral ensuite, alors que le terrorisme et le djihadisme menacent le monde libre, pouvons-nous promouvoir au rang d'État une organisation reconnue comme terroriste par l'Union européenne? Car c'est bien ce que nous ferions en adoptant cette proposition. Mahmoud Abbas a en effet créé le 2 juin dernier un gouvernement intégrant le Hamas, équivalent de Daesh ou Al-Qaïda. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Alors que nous venons de voter unanimement dans ce Parlement la loi Cazeneuve contre le terrorisme, l'adoption de cette proposition reviendrait indirectement à reconnaître le terrorisme comme moyen de pression politique légitime. Ceci, quelques semaines seulement après l'assassinat de notre compatriote, ami du maire de Nice ici présent, égorgé devant les caméras, Hervé Gourdel, par des djihadistes, et seulement 2 ans après le massacre de Toulouse. Quelle heureuse! Mes chers collègues, reconnaître l'État palestinien aujourd'hui, c'est se dire au Hamas, continuez à tuer, vous n'avez pas besoin de déposer les armes pour obtenir des droits. Ce serait récompenser une organisation qui tue volontairement des bébés et des civils à coups de voitures béliers. Député en France, entre autres des Français qui résident en Israël, je connais la réalité du terrain. Depuis près de 70 ans, ce minuscule État, dont la superficie fait 2 fois la Dordogne, souffrez de m'écouter encore quelques minutes. Israël se bat pour sa survie dans un environnement terrible. Il n'a cessé de faire des concessions pour atteindre la paix. Il est sorti du Liban, sorti de la bande de Gaza, sorti du Sinaï, et il est prêt encore à sortir d'autres territoires. Mais en retour, il ne reçoit aucune main tendue. Le Hamas et l'autorité palestinienne ne veulent pas revenir sur la question du retour de 3,5 millions de réfugiés, ni accepter l'existence du seul État juif. Il n'y avait pas de problème de territoire avant 1967. Personne n'évoquait le problème palestinien. L'objectif unique était la destruction de l'État d'Israël. Les enjeux territoriaux peuvent être résolus, j'en suis persuadé, par des concessions mutuelles. Mais hélas, cette guerre est à mon sens avant tout une guerre de religion, ou plutôt une guerre de djihadistes qui déforment l'islam. Pour ces djihadistes, il n'y a pas de place pour quiconque n'incarnant pas l'islam radical. 200 000 morts en Syrie, 40 000 morts en Irak, les chrétiens d'Orient qui disparaissent. Savez-vous que Bethléem, ville natale du Christ, la population était de 81% de chrétiens en 1993. Aujourd'hui, sous administration palestinienne, 20 ans après, ils ne sont plus que 19% vivant dans la peur. Dans un tel contexte, comment construire la paix? Certainement pas en légitimant un mouvement terroriste dont la charte appelle à détruire Israël. Je vous invite à la lire, je vous l'enverrai d'ailleurs, à ce jour, alors qu'Israël a 66 ans, seuls 2 États du monde arabo-musulman sur 52, la Jordanie et l'Égypte ont reconnu l'État d'Israël. Le saviez-vous? Savez-vous par ailleurs que pas une seule fois, mesdames et messieurs, mes collègues socialistes, pas une seule fois le nom d'Israël n'est mentionné dans les manuels scolaires palestiniens du Fatah? Ces manuels falsifient l'histoire en indiquant que Jérusalem est composée de 3 quartiers, alors que Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. Enfin, interrogeons-nous sur le rôle de la représentation nationale. Notre Assemblée va-t-elle se positionner sur tous les conflits territoriaux ou identitaires dans le monde? Est-ce bien là son rôle? Pourquoi ne voterions pas demain une résolution pour le Kurdistan, pour ces malheureux Tibétains, la Chypre du Nord, la Crimée ou encore la Catalogne? N'est-ce pas enfin et surtout faire preuve d'un opportunisme politique flagrant et désolant en instrumentalisant un conflit extérieur grave pour tenter de gagner des voix, en ravivant des tensions intercommunautaires dans les banlieues? 20 manifestations pro-palestiniennes prévues aujourd'hui, déclarées jour de colère. Hélas, le PS va mettre le feu, réimporter le conflit en France. Dois-je rappeler qu'on a crié mort aux Juifs dans ces manifestations l'été dernier? Je cite, « Derrière un antisionisme de façade, c'est l'antisémitisme et la haine des Juifs. » Ce n'est pas de moi, c'est Manuel Valls, notre Premier ministre. Mes chers collègues, merci de conclure, je sais qu'y compris au PS... Vraiment conclure, monsieur David. Mes chers collègues, je sais qu'y compris au PS, qui a cédé sous les coups de boutoir de l'extrême gauche antisioniste et des mouvements proches des islamistes, ce texte a semé le trouble et que nombre d'entre vous qui souhaitent un État palestinien
vivant en paix aux côtés d'Israël doutent de son bien-fondé. Parce que cette proposition va à l'encontre de la paix, à l'encontre de l'intérêt des peuples palestiniens et israéliens, parce qu'elle fera choisir à la France, ami historique d'Israël, un camp plutôt qu'un autre, et qu'elle attisera dangereusement les tensions entre les différentes communautés. Je vous demande de voter contre ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Habib. La parole est à Monsieur Gilbert Collard pour les non-inscrits pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avoir vos réactions pendant que notre collègue Meyer Habib prenait la parole, on peut difficilement ne pas croire que cette résolution va créer de graves tensions dans le pays. Vous n'avez supporté aucune de ces réflexions, vous n'avez supporté aucun de ces arguments. Cette résolution, elle est irrecevable, irréaliste, et elle n'a pour but finalement que de vous fournir l'orthopédie de combats idéologiques qui aujourd'hui vous font grandement défaut. Le droit international, pour vous, ce sont les banlieues qu'il faut reconquérir. Je ne disconviens pas qu'il y a une nécessité absolument indiscutable de voir un jour un État palestinien exister. Je n'ignore pas les souffrances du peuple palestinien, mais je ne peux pas ignorer non plus, même si cela vous dérange, les souffrances du peuple israélien. Tout à l'heure, j'ai entendu un député ici oser parler de l'Afrique du Sud et établir une comparaison entre l'État d'Israël et l'Afrique du Sud. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas, vous embrassez le terrorisme, vous embrassez la haine, vous embrassez la mort dans les villes d'Israël et à Jérusalem. Mais soyez lucides, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous voulons un État palestinien, nous le voulons tous. Qui pourrait ne pas en vouloir, mais dans les conditions requises, pas dans ce désordre, pas dans le terrorisme, pas dans la violence, pas dans cette charte qui, en son article 13 et 11, veut éradiquer l'État juif, veut le nier. Comment pouvez-vous accepter qu'on vote une résolution qui donne un panache aux tueurs, aux terroristes? Oui à un État palestinien, pas dans ces conditions. Oui à la paix, pas dans le terrorisme. Mais pourquoi avez-vous besoin, alors que les tensions sont partout, alors qu'il y a de la violence partout, d'attiser encore plus le feu en proposant le vote de cette résolution? Quand on examine l'histoire, de quoi peut-on se rendre compte? Qu'il y a une nécessité évidente de dialogue, qu'il faut que les hommes se parlent. Ici, dès l'instant où l'un d'entre nous évoque des arguments qui vous déplaisent, vous insultez, vous criez, vous voulez empêcher de parler, vous voulez empêcher de nous permettre de développer nos arguments. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la contradiction vous fait? Elle vous dérange? Mais écoutez-nous, on a peut-être tort. Nos arguments sont peut-être discutables, mais écoutez-les comme on vous écoute et démontrez-moi une seule chose, qu'en reconnaissant aujourd'hui un État palestinien, on ne reconnaît pas en même temps le Hamas et ses crimes. Oui, vous le reconnaissez et cela, nous n'en voulons pas. C'est tout. N'allez pas dire que nous ne voulons pas d'un État palestinien, nous ne voulons pas de cette entité pleine de haine, bourré de terrorisme, qui contamine aujourd'hui, ici, aussi nos populations des banlieues, qui vous rejettent et que vous voulez récupérer. On a dit pompeusement, la France aujourd'hui a rendez-vous avec son destin.
Mais enfin, le destin de la France, ce n'est pas une résolution, c'est autre chose. C'est un vrai combat diplomatique, c'est l'intelligence des négociations. À quel jeu jouons-nous? Vous êtes dans la communication alors qu'on est dans le sang, dans la souffrance, de part et d'autre, entre deux peuples. Mais cessez de jouer avec les mots. Vous faites honte, véritablement, au droit international. Merci, Monsieur Collard. La parole est à Monsieur Claude Guasguen pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bon, j'aurais pu penser, en écoutant M. Schwarzenberg tout à l'heure, dans son remarquable exposé, qu'il s'agissait là, finalement, de discuter de problèmes de droit international. Je me suis aperçu bien vite, avec les cris divers et variés, qu'en réalité, il s'agissait, au fond, d'un débat comme nous le redoutions, c'est-à-dire d'un débat strictement politicien interne. Ne vous y trompez pas, mes chers amis, nous ne sommes dupes de rien. Vous avez fait une course de vitesse entre le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste pour déposer rapidement une résolution pour dire « nous sommes les premiers à vous dire, à vous qui nous quittez, qui nous avez quittés, parce que figurez-vous que le président Hollande a été considéré une journée comme pro-israélien ». Je ne fais que reprendre d'ailleurs ce qu'a dit un député socialiste dans vos rangs. Donc vous ne tromperez personne. Vous vous faites un petit concert entre vous, mais vous vous faites un petit concert qui ne trompe personne et qui est une situation quand même dont vous devez avoir conscience dans un pays qui est un pays qui n'est pas apaisé sur ce sujet. C'est un pays... Ça va venir, vous inquiétez pas, mais puisque vous le rabaissez, permettez-moi de vous répondre. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas sur le droit international, vous me donnerez des leçons après, si vous voulez, hein, mais pas tout de suite. Bien. Oh oui, sans problème, effectivement. Alors, écoutez-moi bien. Dans ce pays qui a connu, il y a quelques mois, des tensions extraordinaires, des manifestations où on a vu revenir ce thème que l'on croyait oublié depuis les années 30, d'un peuple de France, car il n'y a pas de communauté, d'un peuple de France qui criait l'antisémitisme à plein poumon sur l'affaire de Gaza. Dans une situation où nous avons réussi à amener un certain apaisement par des efforts mutuels. Des efforts mutuels. Vous n'étiez pas à la mosquée de Paris pour demander au CFCM la position d'apaisement qui a été la sienne. Je n'ai pas vu de communiste, car vous ne voulez pas l'apaisement. Alors soyons clairs, nous avons essayé de trouver avec les musulmans un apaisement qui revienne. Oui, il n'y avait pas non plus beaucoup de socialistes qui étaient là. Et cet apaisement a été réalisé parce qu'il est intervenu au cours de l'été. Aussi, l'affaire du djihadisme, où des Français, musulmans ou non, des sectaires, sont allés combattre dans le terrorisme, dans la barbarie. Et vous pensez que ce débat que vous placez sur le thème politicien sera sans effet sur la situation politique de la France. Point à la ligne. Nous avons parfaitement compris votre démarche. Mais maintenant, je m'adresse à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez rompu finalement en acceptant l'article 34.1, vous avez rompu avec l'engagement de la diplomatie française sur les accords d'Oslo, dont je vous rappelle que la France est garante. Donc il faudra sans doute mardi que vous nous disiez, puisque vous l'avez accepté, que vous n'entendez plus désormais que la situation en Palestine soit réglée par la négociation, puisque ce sont les propres termes des accords d'Oslo qui disent clairement qu'on ne pourra pas reconnaître les accords d'Oslo, qui disent clairement qu'il n'est pas possible de reconnaître par la voie unilatérale la paix dans cette région du monde. Bon, vous changez, très bien. Mais alors je vous pose des questions. D'abord, nous sommes tout seuls. Soyons clairs. Nous sommes tout seuls dans cette démarche. L'Espagne ne dit pas du tout la même chose que nous. L'Espagne ne dit pas du tout la même chose que nous. L'Angleterre non plus, car l'Espagne a une position qui n'est pas unilatéralement palestinienne. Elle est absolument équilibrée avec Israël. Alors ne vous servez pas de résolutions dont vous n'avez pas lu la teneur dans les autres pays européens. Nous sommes seuls avec la Suède. Alors, je voudrais vous dire aussi, puisque vous nous avez isolés, quel État palestinien nous allons reconnaître? Car la reconnaissance unilatérale, monsieur le ministre,
Elle s'appuie sur des règles de droit international que je vous rappelle et qui sont très nettes depuis la conférence de Montevideo. Premièrement, qui représente la Palestine? Qui n'a pas d'autorité politique. Je vous rappelle que depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection en Palestine. Mieux même, lorsque les élections ont eu lieu, c'est le Hamas qui a gagné les élections. Et du coup, on a été obligé par une supercherie de mettre à Ramallah un représentant du Fatah, obligeant le Hamas à occuper Gaza. Très bien. Il n'y a pas d'autorité politique. 2. Quel est le territoire de cet État? Où il est, le territoire? On nous dit 1967. D'accord. Sauf Mitterrand, qui avait une attitude, croyez-moi, un peu plus fine que la vôtre, avait dit dans la résolution 242 qu'il s'agissait d'échanger des territoires disputés. Disputés, ça veut dire que votre côté mécanique de considérer qu'une fois pour toutes, le territoire est fixé point à la ligne, François Mitterrand lui-même l'a remis en cause. Il faut ouvrir la négociation, car François Mitterrand n'était pas favorable à la reconnaissance unilatérale. Il était, comme les autres, représentant de la diplomatie. Et à vous, il vous en a parlé, M. Mitterrand? Vous qui étiez dans les nimbes du syndicalisme étudiant, M. Hamon, et qui connaissez tout à cette affaire, enfin, allons. Étudiants, lycéens plutôt, lycéens. Allez. Merci de conclure, M. Guezgen. Je vais conclure. Eh bien, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, vous avez eu une très belle formule l'autre jour à l'Assemblée nationale. Vous avez dit, oui, mais moi je connais le droit international, pas vous. Alors, vous avez dit, monsieur le ministre, qu'il fallait affirmer la reconnaissance d'un État palestinien, certes. Mais vous dites que c'était un droit, que ce n'était pas un passe-droit. Eh bien, moi je vous dis, monsieur le ministre, ne vous servez pas d'un tour de passe-passe, car ça ne sert à rien. La diplomatie française n'est pas un jeu de bonneteau. Ou bien nous négocions, ou bien nous reconnaissons unilatéralement, mais ce point fondamental, qui est le casus belli du traité international que nous devons donner, il faudra bien que mardi, vous nous disiez exactement quelle est votre position. Merci. Et bien entendu, nous ne voterons pas ce papier rapidement écrit qui s'appelle résolution. Merci, Monsieur Guezgen. La discussion générale est close. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, mardi prochain, après ce débat, vous allez vous prononcer dans un vote concernant la reconnaissance de l'État de Palestine. Un tel débat, suivi d'un scrutin, est inhabituel. La reconnaissance d'un État est en effet une prérogative de l'exécutif et il est rare que le Parlement se saisisse d'une telle question. Mais la situation elle-même est exceptionnelle. L'interminable et dramatique conflit israélo-palestinien, l'attachement de la France envers les deux peuples, le désir de notre pays de voir la paix enfin s'instaurer là-bas, expliquent votre volonté aux uns et aux autres, même si elle s'exprime par des positions diverses et contradictoires, de contribuer à une solution politique. Je voudrais commencer sur ce sujet par une évidence. La France est l'ami à la fois du peuple israélien et du peuple palestinien. Et ceci devrait guider le fond et le ton de nos prises de position. Nos seuls ennemis dans cette région sont les extrémistes et les fanatiques qui, de chaque côté, entravent la marche vers la paix par ce que j'appellerais leur spirale du talion. Dans cette recherche de la paix, notre pays, vous l'avez souligné, s'est depuis longtemps déclaré favorable à la solution des deux États. C'est le 29 novembre 1947, lors du vote de l'Assemblée générale des Nations unies sur la création de deux États, que la France apporta sa voix décisive
Et je veux rappeler le texte 1947 de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui porte le numéro 181. Je cite: « Les États indépendants, arabes et juifs, commenceront d'exister le 1er octobre 1948 au plus tard. » Fin de citation. C'est la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. La France fut l'une des premières, après l'URSS et les États-Unis, à reconnaître le jeune État d'Israël qui dut conquérir de haute lutte son droit à l'indépendance. Ce fut aussi, on l'a rappelé, la position du général de Gaulle, de ses successeurs, quels qu'ils soient, et par un discours resté fameux prononcé à la tribune de la Knesset en 1982, celle de François Mitterrand, dont je connaissais le fond de la position, cher ami, qui traça la perspective en reconnaissant l'aspiration légitime du peuple palestinien à un État. Au-delà des alternances politiques, c'est la position constante de la diplomatie française. Et d'ailleurs, les votes récents de la France en faveur de la Palestine comme membre de l'UNESCO ou comme État observateur non membre à l'ONU vont dans le même sens. C'est également la position du président François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls. Et je réaffirme à cette tribune cette position. Notre conviction est que le règlement définitif du conflit et l'avènement d'une paix durable au Proche-Orient ne pourront être obtenus que par la coexistence de deux États souverains et indépendants. Et la conséquence logique de cette position est claire, et cela a été très bien souligné par M. Poniatowski, et je veux donc l'exprimer clairement. La France reconnaîtra l'État de Palestine. Cette reconnaissance, je l'ai dit, n'est pas une faveur, un passe-droit, c'est un droit. Et la question qui se pose à nous n'est donc pas celle des principes, puisque celle-ci est tranchée, mais celle des modalités, quand et comment. Et plus largement, quelle méthode pour essayer d'aboutir concrètement à la paix? C'est le vrai débat qu'appelle la proposition soumise à notre Assemblée. Mesdames et Messieurs les députés, personne ne peut nier que l'espoir de paix au Proche-Orient soit menacé plus que jamais. Nous partageons tous, j'en suis sûr, devant ce conflit, un sentiment d'urgence. Nous mesurons la gravité de la situation. Nous savons les ravages que crée des deux côtés et ailleurs l'absence de perspectives concrètes de solutions. Nous voyons l'étendue des drames humains et les atteintes toujours plus inquiétantes portées à la solution des deux États. C'est d'ailleurs pourquoi, qu'on le veuille ou non, plus de 130 pays dans le monde ont reconnu la Palestine. C'est aussi pourquoi, au cours des dernières semaines, plusieurs pays ou parlements voisins ont pris des initiatives voisines. La Suède, le Parlement de Grande-Bretagne, d'Irlande et très récemment celui d'Espagne. Ils ont voulu exprimer, selon des formes diverses, que face à l'impasse actuelle, ils refusaient l'attente, le fatalisme et l'inertie. Et nous sommes nous-mêmes convaincus qu'il faut agir si l'on veut faire avancer la paix. La paix. Nous en connaissons depuis longtemps les contours. Elle doit reposer sur l'existence de deux États souverains et démocratiques, vivant côte à côte, en paix et en sécurité, sur la base des lignes de 1967 et avec Jérusalem pour capitale. C'est d'ailleurs le paradoxe tragique du conflit israélo-palestinien et d'une certaine façon sa spécificité par rapport à d'autres conflits. Les termes de sa résolution sont pour l'essentiel déjà connus et cependant il apparaît depuis des décennies comme le symbole du conflit insoluble. Car il est vrai que la méfiance est très forte entre les deux parties, même si les opinions publiques des deux côtés restent majoritairement favorables à la solution des deux États. La poursuite jugée illégale en droit international des implantations,
depuis les années 70 dans les territoires occupés par Israël menace à un terme de plus en plus rapproché la viabilité d'un État palestinien. Cependant que la position de certains groupes palestiniens, tels le Hamas, qui appellent à la destruction d'Israël, rejettent les accords d'Oslo, exaltent la violence, est évidemment contraire à la volonté de solution et à nos choix. Bref, face à une paix nécessaire et espérée, il faut constater que les obstacles se multiplient. Le processus de négociation entre les deux parties, que le secrétaire d'État américain Kerry a tenté avec ténacité de relancer, y compris en ce début d'année, apparaît à l'arrêt. L'explosion des violences provoque l'effroi, avec encore récemment l'attentat barbare commis contre des Israéliens dans une synagogue de Jérusalem et cet été, la tragédie insupportable qui a frappé très cruellement les habitants de Gaza. Et à Gaza, précisément, rien n'est réglé. En Cisjordanie, à Jérusalem, partout, la tension grandit. Une étincelle, tout le monde le reconnaît, peut à chaque instant conduire à l'embrasement général. Cette situation dramatique, c'est à la fois l'expression et l'aboutissement de décennies de tensions, avec l'engagement périodique de négociations et l'échec périodique de ces mêmes négociations, à tel point qu'au fil des années, ce conflit est devenu une sorte de rocher de Sisyphe des relations internationales. À chaque reprise des discussions, l'espoir renaît, mais quand le but approche, quand chacun espère que les deux parties peuvent et vont conclure, la rechute, hélas, se produit. À Madrid, puis lors des accords d'Oslo, la paix a pu sembler à portée de main. Lors des sommets de Camp David, de Tabat aussi, où l'issue paraissait proche. Mais la paix a toujours fini par se dérober, rendant chaque fois plus amères et plus brutales les désillusions de ceux qui croyaient en elle. Face à cette impasse, c'est le devoir de la communauté internationale de réagir, en particulier le devoir de la France, puissance de paix, amie traditionnelle des Israéliens et des Palestiniens, même si nous savons que la tâche est et sera très difficile. Mesdames et Messieurs les députés, le texte qui est soumis par certains d'entre vous, je cite, affirme l'urgente nécessité d'aboutir à un règlement définitif du conflit, permettant l'établissement d'un État démocratique et souverain de Palestine en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Il affirme, je cite toujours, que la solution des deux États promise avec constance par la France et l'Union européenne suppose la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Et enfin, il, je cite, invite le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit. Fin de citation. Certains, et ils l'ont dit ce matin parmi vous, estiment que pour des raisons constitutionnelles, ils ne peuvent prendre position favorable ou prendre position tout court, car cela empiéterait sur les pouvoirs de l'exécutif. Je veux être clair. Ce qu'interdit notre Constitution, au titre de l'article 34, paragraphe 1, c'est que le Parlement inscrive à l'ordre du jour des propositions de résolution contenant des injonctions à l'égard du gouvernement. Or, la proposition examinée constitue, et ce n'est pas une querelle sémantique, non pas une injonction, mais, en fonction de ces termes mêmes, une invitation à l'adresse du gouvernement. Donc, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Sur la question de la... Non, respecter le droit, ce n'est pas être hypocrite, c'est le contraire. Sur la question de la reconnaissance de la Palestine, je veux être clair, le Parlement peut se prononcer, il va le faire, mais au terme de notre Constitution, l'exécutif est lui seul et juge de l'opportunité politique. C'est clair, c'est net et c'est la Constitution. Mesdames et Messieurs les députés, comment servir le plus efficacement possible la cause de la paix? La France défend depuis longtemps, très longtemps même, l'idée que la reconnaissance de l'État de Palestine
doit intervenir dans le cadre d'un règlement global et définitif du conflit négocié par les deux parties. Pour une raison simple et forte, c'est que nous ne voulons pas d'une reconnaissance symbolique qui n'aboutirait qu'à un État que j'ai appelé l'autre jour virtuel. Nous voulons un État de Palestine réel, et après 25 années de processus de paix sans résultat, il est clair qu'on ne peut pas se contenter d'une reconnaissance qui serait en trompe-l'œil, qui serait suivie d'aucun effet concret. Mais l'objectif souhaitable d'une reconnaissance inscrite dans le cadre d'un accord global n'a de sens que si les négociations s'engagent effectivement, si elles avancent et si elles aboutissent. En d'autres termes, nous soutenons la négociation, mais nous refusons que celle-ci devienne le mode de gestion d'un statu quo injuste et finalement intenable. Nous refusons ce qui serait un faux semblant où les deux parties, livrées seules à elles-mêmes, ne parviendraient qu'à ressasser les mêmes questions sans qu'un cadre et un terme clair soient donnés à la négociation. Bref, la négociation accompagnant la reconnaissance ne peut pas devenir un moyen, voire le moyen, d'éviter ou d'empêcher cette reconnaissance. Dès lors, constatant le blocage actuel, nous pensons qu'il est légitime de retenir une approche permettant de donner une réelle et peut-être ultime chance à la négociation. Je m'explique. Nous considérons qu'il est indispensable de sortir d'un face-à-face solitaire entre Israéliens et Palestiniens, méthode qui, malheureusement, a fait la preuve de son peu d'efficacité. Le constat historique de ces dernières décennies est en effet irrécusable. Seul, ou même avec le concours très utile des États-Unis, les deux parties réussissent difficilement à discuter, mais elles ne parviennent jamais à conclure. Notamment, pas uniquement, mais notamment pour des raisons de politique intérieure, elles ne parviennent pas à accomplir les derniers gestes, les dernières concessions qu'imposera nécessairement la signature d'un compromis. Il faut donc essayer de faire évoluer cette méthode. Il faut un accompagnement, certains diront une pression de la communauté internationale, pour aider les deux parties à faire le geste final indispensable et accomplir le pas ultime qui mènera à la paix. C'est ce à quoi le gouvernement français s'emploie en ce moment même aux Nations unies. Aux Nations unies, nous travaillons avec nos partenaires pour essayer, je dis bien essayer, de faire adopter une résolution du Conseil de sécurité en vue d'une relance et d'une conclusion des négociations, pour laquelle le terme de 2 années est le plus souvent évoqué, et le gouvernement français peut reprendre ce chiffre à son compte. Après tant d'efforts et d'échecs, le résultat est loin d'être assuré. Mais nous ne voulons écarter aucune chance de paix. Les objectifs de cette résolution sont clairs. Fixer un cap. Nous voulons éviter l'écueil de négociations sans fin qui reprendraient depuis le départ des efforts déjà accomplis depuis des années. Des paramètres précis pour un règlement du conflit adoptés en amont par la communauté internationale fourniront la base des futures négociations. Et nous devons aussi fixer un calendrier, car en l'absence de calendrier, j'ai évoqué ces 2 années, comment convaincre qu'il ne s'agira pas d'un énième processus sans perspective réelle d'aboutir. Parallèlement à ces négociations aux Nations unies, la France plaide pour créer les conditions d'un effort collectif international au service de la paix. L'expérience nous enseigne, je l'ai souligné, que les Israéliens et les Palestiniens ne parviennent pas à aller jusqu'au bout, à conclure tout seuls. Les décisions à prendre sont si délicates qu'un accompagnement et un soutien internationaux sont indispensables, avec les États-Unis et au-delà même des États-Unis. D'autres pays sont par ailleurs directement concernés par la solution du conflit, et je citerai seulement, mais cela concerne d'autres, l'Égypte, la Jordanie,
qui accueille de nombreux réfugiés palestiniens depuis des décennies et qui, s'agissant de la Jordanie, exerce des responsabilités particulières sur les lieux saints. La France souhaite entraîner dans cette démarche à la fois l'Union européenne, à la fois la Ligue arabe, à la fois l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, dans une mobilisation collective en faveur de la paix au Proche-Orient. Une conférence internationale pourrait être organisée afin d'appuyer cette dynamique indispensable. La France est disposée à en prendre l'initiative. Et dans cette négociation diplomatique, la reconnaissance de l'État palestinien constituera un instrument du règlement définitif du conflit, un levier au service de la paix. Et, dira-t-on, si ces efforts échouent, si cette tentative ultime de solution négociée n'aboutit pas, alors il faudra que la France prenne ses responsabilités en reconnaissant sans délai l'État de Palestine, et nous y sommes prêts. Mesdames et Messieurs les députés, la position du gouvernement français se veut à la fois équilibrée et positive. Il n'est pas question d'un statu quo qui, en réalité, menacerait la solution des deux États. Il n'est pas question de céder sur la sécurité d'Israël. Et il n'est pas question d'importer chez nous le conflit israélo-palestinien. Dans notre esprit, les votes qui vont intervenir, je l'espère en tout cas, n'opposeront pas d'un côté ceux qui soutiennent les Palestiniens et de l'autre ceux qui soutiennent les Israéliens, car la reconnaissance de l'État de Palestine est nécessaire aussi pour assurer durablement le développement et la sécurité d'Israël, et logiquement, elle devrait être soutenue par tous les amis d'Israël. Mais symétriquement, nous pensons qu'être un ami d'Israël n'est nullement, en aucun cas, être un ennemi de la Palestine. Le point de rencontre, c'est la recherche de la paix, qui implique de reconnaître l'État palestinien selon la méthode et au moment les plus efficaces pour servir cette paix. Sur ce chemin escarpé, nous ne ménageons pas et ne ménagerons pas nos efforts, car nous savons, comme vous, mesdames et messieurs les députés, que le temps est compté à celles et ceux qui, dans cette région et pour cette région, veulent sincèrement et profondément la paix. Merci, Monsieur le Ministre. Je rappelle que la Conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur la proposition de résolution auront lieu le mardi 2 décembre, après les questions au gouvernement. La séance est suspendue pour 5 minutes.